Hello, hello. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo un petit peu spéciale. Ça va pas plaire à tout le monde, loin de là. Voilà, il y en a qui ne vont même pas ouvrir. Bon, voilà, ça va pas. Ils vont dire, oh, non, on va pas la regarder celle-ci. Il y en a, ils vont commencer à regarder et vont pas du tout se sentir concernés, peu importe. Euh, c'est une vidéo sur les loisirs créatifs et la maladie. Voilà, ça me tenait à cœur de la faire. Ça me trottait dans la tête depuis un moment. Parce qu'il y a beaucoup de gens, euh, en fait, il y a très peu de gens, je vais le dire comme ça, qui sont épargnés par la maladie, qu'elle soit, comment dire, physique ou mentale. Je ne connais pas le terme exact, mental. Ça doit être mental, hein, peu importe. Il y a très peu de gens épargnés. Euh, Sans compter tout le reste de tout ce qui peut se passer dans une vie autre que la maladie, bien sûr, évidemment. Donc la vie n'est pas toujours facile, c'est même rarement facile. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, alors moi je parle sans problème de mes soucis de santé. Je n'ai aucun tabou, j'en ai plus sur mes soucis perso, voilà. Euh, dont je ne vais probablement, je ne sais pas de quoi je sais de quoi je vais parler aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'à un moment je vous parlerai de, voilà, ce qui se passe dans ma vie perso. Je vais vous parler surtout euh, de mon expérience. Je dis bien mon expérience, pas celle du voisin, pas celle de mes amis, pas celle, non, non, mon expérience avec, je vais pas dire la maladie, mais les maladies. Et parce que comment j'ai vécu tout ça, et avec l'aide des loisirs créatifs, on va dire, pas que, mais une grosse partie. Et pourquoi cette vidéo donc? Parce que ça y est, je m'éparpille déjà. Euh, Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens pas qui me racontent leur vie, c'est pas dans ce sens-là, mais quand moi je parle librement des deux cancers que j'ai eus, pas dans une conversation, voilà, dans une conversation comme si on conversait, mais dans, dans mes vidéos, voilà, ça rentre 2 secondes en ligne de compte ou de ma fibro. Ben voilà, derrière, il y a des gens qui, des fois, me font un petit mot. Ah oui, je sais ce que c'est, moi aussi. Et puis, dernièrement, il y a un témoignage qui m'a un petit peu plus touchée. Et peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'impression que cette personne avait besoin d'un échange. Et moi, j'ai du mal à échanger par écrit. Voilà, je n'aime pas écrire. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas que je ne sais pas. Je sais très bien écrire. C'est pas pour me vanter que je dis ça. Je sais très bien écrire. Je n'aime pas. C'est comme ça. Moi, d'ailleurs, ceux qui échangent avec moi le savent, c'est des vocaux. Il y a même quelqu'un hier qui m'a dit oh non, moi, parce que c'était nos premiers échanges avec une personne hier soir. Et donc, le premier message, c'était sur Instagram, hein. Le premier message, on ne peut jamais faire de vocal, donc j'ai écrit, hein, et puis on a échangé un petit peu, et tout de suite, j'ai dit, bah, écoute, ça te dérange pas, moi je suis plus vocaux. Bon, et elle m'a répondu, bah moi je suis pas très vocaux, mais ça ne me gêne pas que tu me parles. Moi je te répondrai par écrit si ça ne te dérange pas. Aucun problème. Aucun problème. Euh, donc voilà, j'ai eu l'impression qu'il y a des personnes qui, en fait, qui sont très seules et qui ont du mal, qui ont du mal. Voilà. Alors, je vais pas vous dire que c'est facile pour moi. Je veux pas vous dire. Je veux juste apporter mon témoignage. Voilà. Ça n'a rien de facile. Souvent, on me dit, oh là là, mais comment tu fais pour faire tout ça? Mais en fait, il y a plein de choses que je ne peux plus faire.
Voilà, mais ça se voit pas ce qu'on ne peut plus faire. Et puis, je suis célibataire maintenant. Et puis, mon fils a 36. Oh là là, vache. 34, 34. 34 ans. Donc, voilà. Il est marié, il a un petit garçon. Il ne vit pas dans la même région que moi. Donc, bon, c'est facile, hein, de faire ce que je veux quand je veux. Voilà. Alors, je ne vous fais pas une vidéo médicale. Je ne vais pas non plus vous dire quel loisir créatif vous devez faire. Voilà, c'est mon expérience. Et je sais que l'expérience des autres, des fois, n'apporte rien, parce que soi-même, on est plus avancé que la personne qui nous parle, mais c'est toujours un échange. Et des fois, ça nous apporte énormément. Parce que, ah tiens, j'avais pas pensé que je pouvais faire comme ça. Ah ouais, peut-être que... Et puis effectivement, je peux peut-être voir un petit peu plus le côté positif. Il y a toujours, à moins d'un cas extrême, je veux dire, où vous vous retrouvez tétraplégique, voilà, vous pouvez plus rien faire, bon là. Et il y en a qui arrivent, hein. Je suis en admiration devant ces gens-là. Moi, je crois que j'ai envie de mourir, mais bon, c'est pas mon cas. Loin de là, très loin de là. Donc voilà, je vais vous parler, je vais vous dire ce que j'ai eu, un peu plus en détail. Je vais... Je sais pas, ça va venir... Sincèrement, ça fait un mois que ça, peut-être même un petit peu plus, que ça tourne dans ma tête. J'ai commencé à prendre des notes, j'ai dit ça c'est une vidéo, il faut que je la monte un peu, faut que... Et ça vient pas. Je sais pas. J'ai noté, voilà, j'ai noté quelques trucs. Mais je me suis dit non, vas-y, balance-toi. Alors ce sera peut-être totalement inintéressant. Peut-être que ça aidera une personne. On verra. Alors, pour vous parler des soucis de santé que j'ai pu avoir, ça a démarré j'étais quand même assez jeune. Enfin, pour avoir ce genre de soucis. Mais il y en a qui les ont encore plus jeunes. En J'ai eu des petits des soucis, comment dire? Des petits soucis, on va dire, gynécologiques, sans conséquence. Voilà, j'ai dû avoir, c'était en 2006, 2007, je ne sais plus. Sincèrement, je ne sais plus. Donc, j'avais 40 ans, quoi. Ouais, c'est un petit peu avant, peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, donc j'ai eu une première fois du laser, voilà, au niveau du col de l'utérus. Bon, de grosse surveillance. De toute façon, moi, c'était la pilule, hein. Ma génération, c'était la pilule, c'était pas le préservatif. Voilà. Euh, et donc, avec la pilule, bah, j'étais très surveillée. Parce que de toute façon, il me fallait des ordonnances. Donc, très surveillée, voilà. On ne parlait pas de papillomavirus, hein, à mon époque. Pas du tout, du tout. Donc, bon, ben, quand même, on détecte un petit souci. Bon, on fait une fois du laser. Je ne vais pas vous dire que c'est une partie de plaisir, mais enfin bon, ça va. Deuxième fois du laser, ok. Et puis, je crois que, je sais plus si c'est en 2008 ou 2009. Non, c'est en 2009. Ben là, on me dit, il faut faire une conisation. C'est pas terrible, il faut faire une conisation. Alors, une conisation, pour ceux qui ne savent pas, c'est on enlève une partie du col de l'utérus qui est pas net net. Voilà. Donc,
Bon, intervention chirurgicale. Bon, là, c'est à l'hôpital, hein, c'est pas le petit truc comme le laser. Je sors, j'attends les résultats. Et là, on me dit, eh ben, c'est cancéreux. Ok, je peux vous dire que... Euh, et la façon dont ça s'est passé, je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront. En fait, non, alors là, je me suis pas tellement écroulée. Non, c'est pas à ce moment-là que je me suis écroulée vraiment. Hmm. Parce qu'en fait, c'est le sein qui m'a le plus marqué. Ouais. Parce que tout s'est enchaîné en vérité. On n'a pas eu le temps de me dire que c'était cancéreux, que c'est ma généraliste qui me dit. Donc là, j'ai été suivie à l'hôpital et ma généraliste me dit on va peut-être faire une petite mammographie. À l'hôpital, ils me l'ont même pas dit. Donc je fais une petite mammographie. Et j'avais rendez-vous, donc les résultats ont été envoyés à mon cancérologue, puisque j'étais quand même déjà suivie par un cancérologue parce que c'était pas beau quoi ce qu'il y avait au niveau du col de l'utérus, mais je sais pas, apparemment moi je me suis pas inquiétée à ce moment-là. Et, et bah, les résultats sont donc arrivés. Je vais chez ma généraliste. Moi, je ne savais pas encore hein, que c'était cancéreux. Évidemment que je m'en doutais, puisque on m'a fait une ponction tout de suite quand on a vu la mammo. Hop, tout de suite. Alors, tout s'enchaîne hein, quand on n'avait pas le temps de réfléchir, hein. Donc, on me fait une ponction. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. C'était en 2009. Hein, donc. J'attendais les résultats et je vais chez ma généraliste, certainement pour un renouvellement de médicaments, je ne sais plus. Et elle me regarde et me dit oh, Madame Attel, bah alors, qu'est-ce que vous nous faites là? Alors là, la terre s'est ouverte sous mes pieds, je me suis écroulée, parce que j'avais compris. Et elle a compris tout de suite qu'en fait, je ne savais pas. Je n'avais pas encore les résultats. Et mon conjoint de l'époque devait me rejoindre, je ne sais pas pourquoi, certainement parce qu'après on allait faire des courses ensemble, j'en sais rien. Et je l'entends, il n'était pas encore arrivé, je l'entends tousser dans la salle d'attente. Et je dis à mon médecin, je lui dis, mon conjoint est là, il peut rentrer. Il me dit, non, 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 on va parler toutes les deux d'abord et après je vais le recevoir. Et voilà, et la séance s'est passée comme ça, et j'avais rendez-vous le lendemain avec mon cancérologue. C'était pas le cancérologue d'ailleurs, c'était le chef de service de l'hôpital Foch, en gynécologie. C'était pas le cancérologue encore. Marrant comme les trucs reviennent en même temps que je vous parle. Et bon, je pense qu'il y en a plus d'un ou d'une là qui va se dire ah ouais moi aussi la terre s'est ouverte sous mes pieds. C'est vraiment là. Donc cancer du col de l'utérus qui ne m'avait pas trop inquiété et cancer du sein. Donc tout de suite on me dit il faut opérer le sein. On était au mois de juillet je crois. Et avec mon conjoint on a dit non ce sera au mois de septembre, on veut d'abord partir en vacances. Et ben on est parti en vacances. On nous dit oh non, faut pas attendre. On a dit on part en vacances. Et c'est comme ça qu'on a découvert la Corse. Voilà. On est parti en Corse. On est revenu au mois de septembre 2009, donc on m'enlève une partie du sein. Voilà. Ensuite s'enchaîne donc analyse. Les ganglions sont nickel. Parce qu'on vous analyse. Pendant qu'on vous opère, on enlève la partie du sein. Non, on commence par vous enlever les ganglions qui sont reliés à la tumeur sous le bras. On les analyse et pendant que l'analyse se fait, on vous enlève la tumeur. Et si l'analyse des ganglions revient positive, bah là vous pouvez vous réveiller sans, on vous enlève le sein. Voilà. Je vais dire, j'ai eu cette chance, les ganglions c'était négatif. Est-ce que c'est une chance ou pas au jour d'aujourd'hui? Je n'en sais rien parce que j'ai un sein qui est douloureux. Et le deuxième aussi parce que... Bref.
qui n'a rien à voir avec le cancer du deuxième pour l'instant. C'est juste qu'en France, essayez de trouver des soutiens-gorge après un cancer du sein, bah accrochez-vous. On dit, ah bah mettez une petite prothèse. Ouais, t'as raison, bien sûr. Ouais, c'est pas toi qui vis avec. Bref, c'est comme ça. Donc voilà, donc l'intervention derrière la chimio, c'est le plus terrible. En tout cas pour moi, ça a été le plus terrible. Après, c'est la radiothérapie. Donc c'est la radiothérapie qui... Alors, la chimio vous abîme. Hein. Faut pas rêver, hein, la chimio ne fait pas le choix dans les cellules qu'elle va attaquer. Elle vous attaque de là jusqu'au bout des doigts de pied. Vous mourrez. Voilà. C'est ça la chimio. C'est vous mourrez. Alors, ou les séances s'arrêtent avant que vous ne mouriez, ou vous y passez. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Et ensuite, les séances de radiothérapie. Ça a été dur aussi, parce que bah, au début, vous dites, oh, c'est ça la radiothérapie. On sent rien au début, rien du tout. Je vous raconte tout pour que vous sachiez quand même. Que c'est pas une partie de plaisir, c'est pas parce que j'ai le sourire aujourd'hui, c'est pas parce que voilà, ça n'a pas été. Et on vous dit après que tout est fini, mais c'est pas vrai. Voilà. Et donc après, c'est pour mesurer, voilà, pour vous mesuriez quand même que bah, tout ce qui s'est passé et que malgré tout, on peut arriver à sourire après. Bon. Et donc après la radiothérapie, qu'au début vous vous dites tranquille. Après ça devient un coup de soleil. Alors sur le sein, bon, en plus moi c'était sous le sein. Enfin, c'était assez profond et en dessous. Et puis on vous irradie autour, de toute façon. Donc coup de soleil, après brûlure, après... c'est raide, hein. C'est raide. Et quand le seul truc qu'on vous donne c'est la biafine, que la biafine c'est plein d'aluminium et que vous dites... la radiothérapeute, j'ai dit non mais là faut me donner autre chose. Hein. Parce que la biafine de toute façon ne me faisait rien. Hein. Elle m'a dit, bah, pour la bobologie, ou je sais plus comment elle m'a sorti ça, faut voir avec le médecin de ville. J'ai halluciné, quoi. Je me suis battue, hein, pour avoir des pansements spéciaux, gélifiés, qui tiennent en fait, tout ça à l'humidité. Enfin, il y a des sales cons de médecins, il n'y a pas d'autre mot. Franchement. Je vais plus adresser la parole après, je la voyais une fois par semaine, je ne parlais pas. Et ouais, parce que j'ai mon petit caractère quand même aussi. Hein. Il y a un moment, quand vous arrivez dans la maladie, puis que on se laisse porter, hein. Franchement, c'est un tsunami. C'est un tsunami. Vous voyez tellement de médecins. Et puis, il y a les médecins qui vous maltraitent. Pas parce qu'ils ont envie de vous maltraiter. C'est de la maltraitance. Comment dire, c'est pas voulu. Mais ils sont tellement blasés, ils sont tellement. Qu'ils font même plus attention qu'ils ont des êtres humains en face d'eux. Donc, il y en a un jour qui vous fait une réflexion, un deuxième, le troisième, vous dites, ça va pas, non? J'ai assez de problèmes en ce moment. Et puis eux aussi, ça les fait descendre un peu sur terre quand vous les envoyez bouler. Vous dites, oh, tu crois que tu parles à qui là? Ouais, c'est un peu ça, ça a été un peu ça la première fois. C'était avec avec le radiologue, ah, je me rappellerai toujours. Ah non, mais incroyable. Et donc, après, c'est la radiothérapie, l'hormonothérapie. Donc moi, ça a été pendant 5 ans. Je l'ai arrêté avant, pas longtemps avant. Mais il y a un moment où c'est très douloureux. Voilà, c'est très douloureux. Et quand vous voyez les premiers effets secondaires que ce médicament peut avoir, alors normalement on aurait dû me switcher sur 2 molécules, mais la première j'avais tellement de douleur que on m'a dit non, vous n'allez pas prendre la deuxième parce que... Donc je suis restée sur la première.
Et j'ai arrêté quelques mois avant parce que je me suis dit, de toute façon, c'est pas 2-3 mois après, ça suffit. Voilà. Et je crois que maintenant, c'est très souvent 10 ans qu'on donne l'hormonothérapie. Donc voilà. Voilà. Après tout ça, donc ça c'était en 2009, ça a duré jusqu'en 2000. Donc je suis retournée travailler fin 2011. Je me suis dit, bon bah cool, hop, tout est rentré dans l'ordre, je vais faire mon boulot, je reprends mon boulot à temps plein. Parce que j'ai commencé à reprendre en mi-temps thérapeutique d'abord, puis après on reprend un temps plein après. Et je me suis dit, je vais même faire, je travaillais même en renfort le samedi au niveau des passeports, carte d'identité, tout ça. Eh ben, j'ai fait un samedi, 2 samedis, et puis bram, c'est même pas la peine. Depuis, je travaille à 80%, pas par choix, du tout. J'en suis bien contente, hein, c'est très bien d'avoir ce mercredi, mais ce n'est pas un choix à la base. Je n'ai aucune compensation financière, malgré le fait que je sois reconnue travailleur handicapé, j'ai 0 € de compensation financière. Voilà, donc c'est comme ça. Faut le savoir, on croirait que c'est un choix, mais c'est comme ça. Et puis les mois qui ont suivi, très très fatiguée, des vertiges, problèmes à me fixer, des douleurs, toujours des douleurs. Et on me disait, c'était au début, parce que les douleurs, je les ai eues après la chimio, donc on me disait c'est la chimio. Après on m'a dit c'est la radiothérapie, voilà, c'est la fatigue, ça fatigue énormément. Après on m'a dit c'est l'hormonothérapie, ok. Et puis des mois après avoir repris le travail, toujours cette fatigue, toujours. Et un jour je vois un reportage, donc je me mets à temps partiel, voilà, c'est pas un choix, mais j'ai pas le choix en fait. Ça coupe ma semaine en deux, et voilà, c'est comme ça que je gère. Et quelques mois donc après, donc ça devait, je ne saurais pas vous dire en quelle année. Je vois un reportage avec mon conjoint sur syndrome de fatigue chronique. Sur le coup, je rigole. Ça devait être aux infos ou j'en sais rien. Un reportage rapide. Syndrome de fatigue chronique. Puis moi, je rigole avec mon conjoint. Je dis mais tout le monde est fatigué chronique, enfin. Tous les gens qui travaillent. Puis j'écoute, puis en fait, on se regarde tous les deux. Et ah, c'est très bizarre. Vraiment, ça me faisait. Je me retrouvais. Bon, voilà. J'ai bon, non, syndrome de fatigue chronique. Bon, c'est une vraie maladie, quoi. Voilà. Et bien plus tard encore, un petit reportage du même style, fibromyalgie. Et là, pareil, j'étais avec mon conjoint de l'époque. Là, ça me fait drôle quand même. Je dis, là, il y a un truc. Ou c'est le premier, ou c'est le deuxième, mais. Donc là, je contacte l'association française de fibromyalgie. Il me rappelle, un monsieur très très gentil, qui me pose beaucoup beaucoup de questions, non pas sur mes symptômes, mais beaucoup sur la façon dont j'essaye de les soulager. C'était bizarre. Et il me dit, ça me fait quand même plus penser à la fibromyalgie. Et il me dit, il faut aller faire des tests, voilà. Donc me voilà reparti à l'hôpital Foch. J'étais suivie sur 2 hôpitaux en même temps, le centre René Huguenin qui spécialisé en cancérologie, qui fonctionne avec, je ne l'aurai pas tout de suite, Curie, voilà, et Foch, qui était un très grand hôpital aussi, à côté de chez moi, quoi. Et donc je vais à Foch en médecine générale, et là on me fait faire toute une batterie d'examens. Parce qu'en fait la fibromyalgie, voilà, faut qu'on vous retire. C'est pas ça, 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 c'est pas ça. Donc c'est la fibromyalgie. Voilà ce qu'on en savait à l'époque.
Donc voilà, fibromyalgie. Comment on peut soigner? Ça soigne pas. Voilà. On peut soulager avec de la kiné sur le moment. Bon, voilà. Bah, je ressors avec un papier fibromyalgie, donc qui est reconnu par l'Organisme mondial de la santé, qui n'est pas reconnu par la Sécu chez nous. Magique, hein? Avec le nombre de malades en fibromyalgie. Bref, quand vous voyez la liste, effectivement, des effets de la fibromyalgie, donc c'est beaucoup de douleurs osseuses ou musculaires. Pour ma part, c'est comme si des fois j'avais des bleus énormes, par exemple dans les hanches, ou même au niveau, par exemple, des intestins, de tout ce qui est organes internes. Des fois, c'est comme si on m'avait mis des coups et j'avais des bleus à l'intérieur. Et souvent, d'une journée sur l'autre, un jour ça va être ça et le lendemain, il n'y a plus. Mais je le sais, je me dis, bon, bah, ce sera mieux demain. Et donc, c'est beaucoup de douleurs, comme si vous aviez des tendinites ou des bleus. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que ça se manifeste. Et fatigue constante. Constante. Donc, ça vous enlève il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Voilà, pour ma part, énormément de choses. Alors, comment j'ai vécu tout ça? Parce qu'elle est toujours là au jour d'aujourd'hui. Les douleurs ont un petit peu varié. Par exemple, moi j'ai des nouvelles douleurs constantes dans la mâchoire, comme si j'allais avoir un abcès. Voilà, donc c'est très fatigant. C'est très fatigant. La fatigue, de toute façon, est toujours là. Quand je suis allée au salon de Compiègne, j'étais hyper contente et tout, mais c'est extrêmement fatigant pour moi. Mais vous voyez, on tient le coup, parce que faut pas louper ça, quoi. C'est voilà, c'est une journée qu'on attend. J'y allais avec Laurent et Fred, trop contente. Et quand on est rentré le soir, donc on avait prévu une petite raclette le soir, tout. Passer la soirée ensemble, quoi. Et il y a un moment où là, ça lâchait à l'intérieur, les organes. Je sentais. Alors avant, j'aurais tenu, et ça aurait été terrible après, les douleurs, tout ça. Et là, je leur ai dit, je vous laisse un quart d'heure, je vais m'allonger. Il fallait que je repose tout ça. Alors ça fait drôle de dire ça à vos invités, mais maintenant j'écoute mon corps. J'écoute. J'accepte, j'essaye. Pas toujours facile. Et alors pour en finir avec le côté médical, on va dire, la fibromyalgie, j'ai un nouveau directeur, très gentil, hein, mais à un moment, il m'a un petit peu pris la tête. Je n'aurais même pu vous dire pourquoi. J'ai dit, oh, toi, va falloir quand même que je te prévienne. Et j'étais partie pour m'imprimer la liste. Je lui ai dit, faut que je lui parle de cette maladie, quoi. J'étais partie pour imprimer la liste des effets secondaires de la maladie pour lui dire voilà moi ce qui se passe. Et en fait, en regardant cette liste, je vois un nouvel effet secondaire, la mâchoire. Les douleurs dans la mâchoire qui n'existaient pas, c'était pas listé à l'époque où on m'a déclaré fibromyalgique. Et cette douleur dans la mâchoire, ça fait 3 ans là maintenant. Et voilà, c'est une des nouvelles douleurs. J'ai fait des tonnes d'examens, parce que quand elle est arrivée, bien sûr, quand vous avez une fibromyalgie, en fait, vous ne savez pas quelles sont les vraies douleurs, quelles sont les fausses douleurs. En fait, vous n'avez rien. Ou si, bien sûr, j'ai 58 ans, donc je commence à avoir des douleurs qui sont justifiées, mais d'autres non. Et donc, quand vous commencez à avoir des nouvelles douleurs, quand j'ai commencé à avoir mal, qu'est-ce que vous faites? J'ai mal là, je vais chez le dentiste, il n'y a rien. Ah bon, c'est pas possible.
Bon, bah, il n'y a rien. Je me dis, bon, encore une douleur où il n'y a rien. Puis on y retourne. C'est pas possible, il y a quelque chose, regardez bien. Non, non. Et puis, bah, après, bah, je vais dire, bon, je vais aller à l'hôpital. Voilà, donc je vais voir à l'hôpital, voir un ORL. Il n'y a rien, il faut faire des examens, IRM, machin, donc, orthodontiste, etc. Qui vous dit, ah, il y a ça, il y a ça. Alors évidemment, j'avais plein de contractures dans les joues, en fait. Bah oui, mais la douleur fait que vous avez des contractures. Des vraies. Donc, il m'envoie chez une kiné spécialisée dans tout ce qui est une kiné spécialisée au niveau de la tête. Qui me dit, ah bah oui, c'est parce que, machin, là, là, là. Mais en fait, enfin bref. Vous êtes tout le temps en train de vous demander, est-ce que c'est une vraie douleur ou une fausse douleur? Donc maintenant j'en ai un peu marre, je me pars du principe que on doit bien mourir de quelque chose. Donc ma foi, si je meurs chez moi d'une vraie douleur, bon. Mais en fait, en cherchant dans cette liste, je... Eh bien maintenant on sait ce que c'est la fibromyalgie, chose qu'on ne savait pas quand on m'a déclaré que j'étais fibromyalgique. Ça se voit sur les imageries, ils ont découvert ça. C'est le centre de la douleur en fait, qui est détraqué. Voilà, tout simplement, dans la tête. Alors je crois que c'est derrière. Le centre de la douleur qui... Mais il sait plus. Il sait plus vous dire là c'est une vraie douleur, c'est pas une vraie douleur. Donc en fait, on peut vous attraper des fois comme ça, tout gentiment par le bras. Et ça peut vous... Oh, ça peut vous faire une douleur incroyable alors que... Je veux dire, on vous a pas mis un pain dans la tête quoi non plus. Donc voilà, on sait que c'est ça parce que ça se voit sur sur l'imagerie. On ne sait toujours pas comment la soigner, on ne sait toujours pas pourquoi. Voilà. Ça, c'était pour vous parler du côté médical et vous expliquer pourquoi il y a plein de choses, en fait. Je fais plein de choses, mais il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Par exemple, j'étais très manuelle chez moi. Je pouvais poser du papier peint, je pouvais poncer, Je ne peux plus faire des gestes répétitifs. Je ne peux plus poser du papier peint toute seule. Je ne peux plus faire monter une mayonnaise. J'ai un appareil pour faire si je veux faire des gâteaux, des machins, je ne peux plus. Il vient de tomber en panne, c'est pas de bol, on va attendre le Black Friday pour en racheter un. Parce que je ne peux pas. Je ne peux plus. Je ne pourrais plus aller à Euro Disney et marcher toute la journée. Je ne. Je ne peux pas faire des kilomètres et des kilomètres en voiture. Je fais. Allez, mon maxi, c'est 3 heures, 3 heures et demie de voiture. Et c'est l'extrême. C'est l'extrême. Le jour où je l'ai fait, c'est que je n'avais pas le choix. Et je peux vous dire que j'ai repris la voiture le soir, j'ai dit plus jamais. Plus jamais. Voilà, je perds pas de l'indépendance, mais il y a des choses, voilà, que je perds quand même. Je remercie le Covid pour le télétravail, hein, parce que je peux vivre à mon rythme. Voilà, le travail se fait, mais il n'y a plus le trajet à faire, il n'y a plus rester assis sur la même chaise toute la journée. Il n'y a plus le bruit qui va avec, parce que le bruit est une douleur aussi. Voilà. J'ai perdu beaucoup de choses. Je ne peux plus faire de couture. Je cousais toute ma garde-robe. Euh, je ne peux plus, au bout d'une demi-heure, j'ai mal au dos. Je ne peux plus tricoter parce que je tricote depuis que... En fait, voilà ce qui s'est passé quand je suis tombée malade. Donc, je tricotais énormément. Depuis toute jeune, hein. J'étais ado hein, quand j'ai commencé à tricoter, donc c'était vraiment comme la broderie aujourd'hui, quoi. C'était une passion. Et puis après, au retour au boulot, j'ai rencontré Véro, mon amie Véro, et on discutait, et puis elle me dit, elle, qu'elle brode. Moi, quand j'étais jeune, j'avais fait du canevas. J'avais fait du canevas.
Et mais bon, je trouvais ça un peu grossier. Je trouvais ça grossier. J'avais envie de faire ça, mais je voyais le catalogue de la Maison du Canevas, chez qui maintenant je n'irai plus. Mais il faudrait vraiment que voilà, parce qu'ils ont quand même c'est quand même un beau magasin sur internet, hein, mais parce que je ne suis jamais allée chez eux en physique. Et je voyais les broderies et je me disais waouh. Mais dans ma tête, ça devait être compliqué, quoi. Je savais pas du tout, je savais pas comment on faisait, hein. Mais je trouvais ça beaucoup plus fin, beaucoup plus. Et puis j'en parle avec elle, elle me dit mais c'est facile la broderie. Ah bon? Montre-moi. Donc on se fait une séance broderie à midi. Ah, je tombe dans la broderie, évidemment. Évidemment. Un vrai plaisir. Et quand vous êtes dans la broderie, de toute façon, donc, et quand j'étais, voilà, dans le tricot, j'ai beaucoup tricoté pendant que j'étais en chimio, évidemment. Et puis après, c'est la broderie qui est venue. Donc, quand j'essayais de récupérer, quand j'ai repris le travail, la broderie est venue. Donc, j'avais toujours les deux. Et au fur et à mesure, avec les douleurs, tout ça, ça, ça m'aidait à m'évader de tout ça. Et puis après, bah, le tricot, c'est devenu difficile. Et comme j'insistais, la broderie devenait difficile aussi à un moment. Et puis à un moment, j'ai arrêté le tricot parce que j'ai dit je peux plus. Alors que je tricotais des vêtements pour bébé. J'ai toujours aimé avoir un truc à côté, voilà. Ça me faisait des petits revenus supplémentaires. Et puis mon conjoint de l'époque était sapeur-pompier, donc très absent. Donc voilà, ça m'aidait beaucoup. Je me suis beaucoup accrochée à tout ça. Et quand le tricot, j'ai dû l'arrêter, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que la broderie n'était pas encore ancrée comme maintenant. Je me suis dit, mais ça a été panique à bord, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'étais. Vous savez, vous avez un conjoint qui est très absent, les douleurs, tout ça. Et je suis pas quelqu'un d'optimiste, hein, à la base. Donc, ouf. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à la couture. Donc, j'ai commencé à mettre le nez dans la couture. Ah, oh, je peux faire tout ce que j'aime à ma taille, avec les tissus dont j'ai envie. Alors là, une révélation. Et puis, vous n'êtes pas toujours dans la même position, voilà, les mêmes gestes répétitifs. En plus, je tricotais très vite. Donc la couture pendant plusieurs années. Puis là, j'ai fait aussi des vêtements pour bébé. Voilà, ça marchait bien, ça. Tranquillou, hein, c'est pas ça qui m'aurait fait vivre, hein, mais voilà, j'avais des commandes, de bouche à oreille. Et la couture m'a tellement aidée à m'évader. J'ai un tatouage sur mon bras, bon, vous ne verrez pas bien là. Je voulais faire un tatouage de tout, enfin j'en ai deux, mais un particulièrement de tout ce qui m'a aidé à m'évader euh, pendant toute cette période. Donc il y a eu la, la couture. Il n'y avait plus le tricot à cette époque-là, parce que j'ai rien sur le tricot. Donc, quand j'ai fait mon tatouage, maintenant ça doit faire au moins 10 ans ouais, que je l'ai fait. Il n'y avait plus le tricot, et il y avait les bouquins. Harry Potter et puis d'autres. Parce que c'est une pile de bouquins en fait, avec des bouquins qui s'ouvrent et la magie qui en sort. Je ne sais pas si. Non, je pourrais pas comme ça. Attendez. Je vais essayer. Peut-être comme ça. Peut-être. Hop. Et si je fais ça. Ah non, je peux pas là avec celui-là. Ah ouais. Là, il y a une pile de livres.
Voilà. Il y a un livre ouvert et il y a la magie qui sort. C'est plein de petites, ça se voit pas trop, mais c'est plein de petites étoiles qui représentent la magie. On a des petits rubis, là, là. Alors, vous le voyez moins bien que moi, hein, bien sûr. Les petits rubis. Alors, les petits rubis, c'est la monnaie d'échange dans le jeu Zelda. Ce jeu m'a tellement aidé, et pas seulement au moment de la maladie, mais déjà. En fait, le conjoint que j'avais à l'époque de la maladie, c'est pas le papa de mon fils. Je me suis mariée en 89 et on s'est séparés 2 ans et demi après, mais j'avais déjà eu mon fils. Et au moment de la séparation, quoi, c'est très dur, même si c'est d'un commun accord. Même si c'est d'un commun accord, un divorce, c'est pas facile. Et ça m'a aidé à m'échapper ce jeu. Vous voyez pourquoi j'aime tellement ce jeu. Et puis c'est resté. C'est resté parce que ça m'aide à... Voilà. Alors j'y joue plus tellement en ce moment. Euh, c'est par période. C'est par période. Mais du coup, je suis très fidèle pardon, à Nintendo et particulièrement aux jeux Zelda, pas que, mais particulièrement. Donc les petits rubis, pardon, les petits rubis, et donc ici, là, il y en a d'autres, là. Et nous avons aussi un maître de couturière. Mais ça, vous le verrez pas, et je suis pas bien placée pour vous montrer, qui fait le tour comme ça, tac, 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 hop, 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 et qui remonte derrière. Je voulais ce petit... Pardon, oh là. Attendez, je vais buver un coup. Voilà. Donc je voulais ces 3 choses-là dans mon tatouage, mais la petite sorcière, c'est quand je suis allée voir ma tatoueuse. J'adorais ce qu'elle faisait, je voulais un tatouage en couleur, voilà, j'adorais ce qu'elle faisait, elle était pas loin de chez moi, la ville à côté. Et elle me dit, et pourquoi on ferait pas une petite sorcière aussi Je dis, ah ouais, pourquoi pas. Mais j'ai dit, mais une gentille. Elle me dit, ok. Puis voilà, je la laisse, voilà, et puis le jour du rendez-vous du tatouage, elle me montre le dessin, je fais, oh, mais il est fait pour moi celui-là. Et en fait, la petite sorcière, je lui avais parlé hein, de ce que j'aimais, notamment des moments où je m'étais plongée dans les Harry Potter. Mais pas que, hein, pendant que j'étais malade, je ne lisais pas que du Harry Potter. Mais du coup, vous voyez, c'est le choix-peau qu'elle m'a mis au-dessus. Ah, j'étais trop contente. Donc voilà, voilà ce tatouage, voilà des choses qui m'ont aidé à me sortir. Entre autres, hein, j'ai eu du soutien de mes parents, euh, incroyable. Mon fils aussi, à cette époque-là, était un grand soutien. Je sais que ça a été très dur pour lui, il ne le montrait pas. Je l'ai appris plus tard, hein, parce que quand vous habitez une ville, vous travaillez à la mairie, vos collègues ont leurs enfants dans le même collège que le vôtre, qui sont tous copains, que machin, bah, vous savez tout en fait. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et puis, bah, donc je me suis plongée dans tout ça. C'était une ouverture. Enfin, pour moi, ça a été mes bulles d'oxygène. C'était mes bulles d'oxygène et les périodes où avec mon conjoint on partait. Voilà. Que ce soit en week-end, on prenait la moto et on partait en week-end. Voilà, je sais pas, Honfleur d'Deauville, dans ces coins-là, ou Rouen. Voilà, il y a eu des bulles d'oxygène. Bon, avec le temps, la moto, ça devenait compliqué. Même si c'était une très grosse moto confortable, ça devenait compliqué. Bref, enfin bon. Et,
et donc mes loisirs créatifs. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à Instagram. Et Instagram, au début, je mettais pas ma tête dessus. Ça se faisait beaucoup en tout cas dans le milieu de la couture, de mettre juste, voilà, prendre en photo sans la tête, tout. Puis à un moment, j'ai dit, oh, c'est bon. Et à une copine, alors maintenant c'est un peu perdu de vue, mais une copine que j'avais à l'époque sur Instagram, qui maintenant est une star d'Instagram en couture, qui fait ses propres patrons, qui est très gentille, hein, très, voilà, elle était prof et elle a percé dans la couture qui était sa passion, et c'est très bien pour elle, hein, franchement, je suis très contente pour elle. Mais pareil, à ses débuts, voilà, elle n'osait pas mettre son visage, et puis à force, bah, on a fini par la voir, et puis du coup, bah, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'on voit ma tête, et puis c'est venu comme ça, et puis je faisais pas mal de réels qui faisaient rire les gens. Et du coup, j'ai commencé à me faire des copines sur Instagram, à avoir des abonnés récurrents avec qui j'échangeais. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien de ne pas se replier parce que la maladie, les premières tendances qu'on a, c'est on se replie sur soi. Plus on se replie, plus on a mal. Et plus on a mal et plus on se replie. Moi, j'ai des jours où j'aurais alors moins maintenant parce que maintenant j'ai le truc de plus en plus de me dire bon allez ça va, c'est bon, vas-y, vis. C'est parce que dans la vie, il n'y a pas que la maladie, vous avez aussi les problèmes, vous avez d'autres problèmes. Pour ma part, je ne vais pas vous dire lequel, mais j'en ai un qui me peine mais énormément, et certainement ça va durer des années. Mais il y a un moment où on se dit, qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses mourir ou tu vis? Parce qu'il y a un moment où vous avez l'impression que c'est le truc de trop, vous voyez? Et soit ben on s'en va, soit tu te dis ouais mais attends, il faut vivre. Si tu restes là, il faut vivre. Alors ça met des années hein, à mûrir, hein. Moi j'ai encore des jours où je suis. Alors c'est pas des jours, hein. Si les jours où quand même où j'ai des migraines, là c'est assez dur. Euh, et les jours où j'ai de nouvelles douleurs, là j'aime pas trop. J'aime bien mes vieilles douleurs, celles que je connais. Voilà. Celles que je connais, ben, je sais que. Voilà. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se forcer. En tout cas, moi, j'essaye. C'est pas très construit, hein, cette vidéo. Franchement. Le message que j'essaie de vous faire passer, c'est on peut avoir. Je pense que j'ai eu ma dose et je vous parle pas de ma vie personnelle. Franchement, j'ai eu ma dose, je crois. Et je l'ai toujours. Pas autant et pas de la même façon, mais je l'ai toujours. J'aurais des raisons, voilà, pour vous dire, j'aurais pas mais une raison de pleurer tous les jours, mais j'en ai marre de pleurer tous les jours. Voilà. Donc, je fais le choix, quand je suis en vidéo avec vous, là c'est une. Je sais même pas si je vais la publier, cette vidéo. Je pense que oui, mais je fais le choix, j'essaye en tout cas, de vivre et de vivre heureuse. C'est un combat de tous les jours. Il y a des fois, vous avez les larmes, elles coulent toutes seules. Et vous dites, bon, allez, c'est bon.
J'arrive. Alors, il y a des fois, il faut que ça sorte un bon coup, voilà. Et, et après, c'est pas que c'est terminé, mais après, non, c'est ma vie. Voilà. Et des fois, moi j'ai tendance en tout cas à me laisser plus facilement tomber que de me relever. Alors maintenant, je pense que avec toutes ces années, j'ai monté des marches. Ça dure longtemps, hein. C'est long, c'est long. J'ai monté des marches et je peux vous dire que ma vie n'a pas été facile. Je parle pas de la maladie. Ça a été très dur jusqu'à maintenant. Ça l'est encore, mais différemment. Mais euh, je me suis battue pour ma famille, voilà. Parce que franchement, il y a un moment en 2017 où j'avais plus envie, voilà. Et quand j'ai vu que comment ma famille se mobilisait pour moi, je me suis dit, je ne peux pas leur faire ça. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis battue, mais c'est très long. Et il n'y a pas que la famille qui peut vous aider, comme je vous dis, il y a toutes vos passions. Même s'il y a des jours où vous n'avez pas envie de vos passions. Elles sont là. Elles sont là. Et les jours où ça va un peu mieux, ben vous plongez dedans. Et plus vous vous plongez dedans, plus hop, une petite goutte par-ci, une petite étincelle par-là. Et ça s'imprègne en vous. Ça s'imprègne. Il faut sourire, on n'a pas tous les jours envie de sourire. Mais moi, par exemple, dans mon boulot, j'ai toujours un contact avec le public. Je ne peux pas leur faire la gueule tous les jours, j'ai pas envie. Puis j'ai pas envie. Et puis en fait, je me rends compte que ça vient naturellement. Alors, je suis fonctionnaire, hein. Ils n'arrivent pas tous avec le sourire, franchement. Moi aussi, ça m'arrive de me prendre la tête avec des gens et c'est rare une journée je travaille dans une grosse mairie, c'est rare les journées où vous n'avez pas quelqu'un qui vient et qui vient faire un scandale, qui se croit au-dessus des lois, qui se croit, voilà. Et puis, de toute façon, peu importe ce que vous faites pour lui, vous êtes juste un fonctionnaire, donc un casse-pied, pour rester poli, et donc quelqu'un qui l'empêche d'avancer. Ce qui n'est pas le cas, mais c'est comme ça que c'est pris. Donc, dans ces moments-là, moi, quand on m'agresse, je suis pas très gentille non plus. J'ai pas envie. Une personne qui vient dans les mêmes conditions et qui me parle gentiment et qui me parle de ses problèmes, je vais lui dire les mêmes choses, hein. Je vais l'aider de la même façon, mais je vais lui dire avec le sourire. Et avec le sourire, vous arrivez des fois à mettre le sourire sur le visage de la personne qui arrivait, qui était triste, qui était... Voilà. Et donc le sourire, ça aide. Et qu'est-ce qui aide au sourire? C'est les choses qui vous passionnent. Donc je me suis fait des copines, pour revenir à Instagram, je me suis fait des copines sur Instagram. Et je ne sais plus si c'est sur Instagram que j'ai commencé à échanger avec Julia ou si c'est quand je suis arrivée sur YouTube. Je suis passée sur YouTube et très vite sur YouTube, c'était un moment où la couture, ça commençait à devenir difficile, il me semble. Et là, beaucoup d'échanges avec Julia. Là, ça a été plus, ouais, je crois que c'est le fait que je vienne sur YouTube, on a plus échangé. Euh, et Julia m'a fait rentrer, mais je brodais avant ça. Mais pas du tout ce que je brode maintenant et pas du tout au même rythme. Pas... Et là, la couture devenait dure et Julia m'a fait rentrer dans ce monde magique de la broderie. M'a fait découvrir des créateurs, créatrices. Voilà, on a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé. Et puis, vous avez les abonnés qui arrivent. Et j'ai beaucoup d'échanges avec, pas avec tous les abonnés.
Je réponds à tout le monde hein, sur YouTube. Mais il y en a qui, voilà, plus en... avec qui vous avez plus d'atomes crochus, que ça... Il y a toujours des gens avec qui vous pouvez discuter, échanger sur nos passions. Parce qu'on est seul aussi dans nos passions. Moi, j'ai personne. Ma maman tricote maintenant, elle tricote pour moi. Ouais, je l'ai remise au tricot. Elle avait arrêté. Je l'ai remise au tricot, elle tricote pour moi. Moi, je fais les finitions, mais elle fait les gros morceaux. Et, euh, et c'est très bien, et elle est très contente de cette remise au tricot. Vous voyez comme quoi le tricot... Elle était super contente de s'y remettre. Alors j'ai plein de pulls maintenant. Mais c'est pas grave, dès qu'elle en finit un, pof. J'en ai deux à coudre. Elle tricote plus vite que je... Je déteste coudre à la main, mais bon. Comme ma maman coud trop serré, je trouve. Il faut que je fasse les coutures. Là, j'ai deux beaux pulls en attente. Donc dès qu'elle en finit un, hop, faut que je lui trouve un modèle, parce que j'ai des kilomètres de modèles. J'ai des tonnes de laine, des tonnes de tissus. Et, voilà, il faut que je me trouve... il faut avoir des passions. Si vous n'avez pas de passion, vous allez mourir à petit feu. Ça peut vous sauver. Il y a des personnes qui m'ont dit que ça les sauvait. Il y a des personnes qui nous disent, alors que ce soit moi, Julia, Laurent, Fred, tout le monde, je pense, qui nous disent ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on vous regarde en vidéo, quand on a vos vidéos. Au début, je me disais ouais, c'est sympa, mais. Et en fait, il y a des gens, mais tellement seuls dans leur passion. Alors, je parle pas forcément dans leur vie, mais dans leur passion que. On a vu ça au salon, on a eu les retours en vrai. Je dis ah ouais, quand même. Je dis ouais, ouais. Mais en fait, moi, je suis pareil. Par exemple, quand j'ai rencontré Madame Lafay, ça fait 2 fois que je la vois, j'ai envie de passer ma journée avec elle, quoi. Mais pas que Madame Lafay, c'est parce que c'est elle qui me revient par rapport au salon. Mais moi aussi, il y a des youtubeurs que j'attends avec impatience. Ouais. Moi aussi, j'ai mes chouchous, quoi. Et je suis très contente. Je suis très contente quand je vois une vidéo. Je sais pas à combien je suis là. Ah bah non, j'ai fait les coupures déjà. Pas du tout construite hein, cette vidéo. Mais c'était pour vous parler, moi, de mon expérience. J'ai même fait, ça me revient là, je me suis même mise à... J'ai fait une formation que je me suis payée de 3 ans. Coaching en déco, parce que j'ai fait des études pour être architecte, des études que je n'ai pas finies. Tout ça pour vous dire qu'il y a peu de temps que je remonte la pente. Hein. Pendant 35 ans, j'étais sous l'eau pour moi. Oui, voilà, le coup des marches. Vous voyez, c'est complètement... Mais c'est comme ça, mon cerveau il est comme ça maintenant. Et avec les médicaments, en plus, je perds beaucoup de... J'ai des gros problèmes de mémoire sur les noms, sur certains mots. Mais c'est comme ça. Je vis mieux avec les médicaments, donc tant pis. Et donc, ces histoires pendant des années. Donc, je sentais bien que par moment, j'ai monté une marche. Voilà. Parce que vraiment, en 2017, moi, ça a été le summum. Et après ça a été il y a 2 ans et demi. Voilà, le truc qu'on n'attend pas et pas. Et donc, ça a duré des années. J'ai remonté des marches. Mais en fait, je partais du sous-sol. Hein. Vraiment du... Le sous-sol, là, vous savez, le truc inondé, vous avez les pieds dans l'eau, vous dites, va falloir démolir la maison, quoi, c'est pas possible. Et là, il n'y a plus rien, plus rien là. Donc, marche par marche, j'ai vu une psy pendant 2 ans. Bon, après, j'ai arrêté parce que il se passait quelque chose et je lui ai demandé de l'aide pour cette chose-là et je ne l'ai pas eu. Enfin, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai arrêté. Et après, les échanges avec les gens les échanges profonds sont quand même assez rares en général, mais quand même, aident beaucoup. Moi, j'aime beaucoup entendre les expériences des autres. Quand il y a un échange. Voilà. Donc, j'ai remonté au fur et à mesure. Et là,
je pense, je suis arrivée au rez-de-chaussée, et ça y est, je commence à voir la lumière du jour, si vous voulez. Je commence à monter dans les étages. Et ça fait du bien. Mais c'est un travail de plusieurs années. Et je sais que... Donc vous voyez maintenant, quand j'ai les larmes qui coulent, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Et je me dis, allez, j'arrive à le faire ça maintenant. Allez, fais quelque chose, occupe-toi, fais quelque chose, ça va passer. Ça va... Vis, il faut vivre. Il faut vivre. Et t'as 58 ans, voilà. Ça suffit, quoi. J'ai assez pleuré. En fait, j'ai assez pleuré, j'en ai marre de pleurer. Donc, ben, je me suis fait mon cocooning, je sais pas comment vous dire, je me suis approprié toute la maison quand je me suis séparée de mon conjoint. Au fur et à mesure, je me suis approprié la maison. Il n'y a pas de vide hein, dans ma maison. Tout est plein. Euh, j'ai fait ma déco. Il fallait que je change des choses. Donc mon ami Véro est venu m'aider à refaire un mur de papier peint dans mon salon, une partie dans ma chambre. Oh, les choses se font au jour le jour, au fur et à mesure. Je fais des rencontres. J'ouvre un peu plus ma porte. C'est un événement hein, que Fred soit venu dormir. Véro était venue une fois, mais j'ai pas de canapé lit. Elle avait dit ah, je vais dormir sur le canapé lit, mais on va refaire ton papier peint dans ta salle. Tout. Oh, incroyable. Et depuis, pas de canapé lit et tout, mais là, je m'ouvre sur l'extérieur. J'adore ma tranquillité. Moi, le téléphone, c'est même pas la peine, quoi. C'est très compliqué. J'ai assez de téléphone au boulot. Et le téléphone, je me sens pas complètement envahie non plus, ça dépend qui m'appelle. Ma mère m'appelle, mon père, enfin ma famille, Véro. Après, est-ce que j'irai faire des discussions avec tous ceux avec qui je suis en contact? Non. Merci Messenger, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Alors évidemment que ça m'est déjà arrivé d'avoir Julia au téléphone. Pas beaucoup, parce que Messenger nous convient très bien. Elle a sa vie, j'ai la mienne. Moi, je trouve, voilà, moi, c'est pas parce que je n'appelle pas les gens que je ne pense pas à eux. Mais ouais, me dit souvent, t'appelles jamais. Mais j'ai pas besoin. Voilà, je sais que s'il y a besoin, on s'appellera, mais. Donc voilà, donc j'ai accueilli Fred chez moi, ce qui est un événement, et je l'ai fait vraiment avec grand plaisir. On a passé un super moment. Euh, Laurent est venu chez moi. Je vais bientôt aller voir Alice, qui m'a fait des magnifiques pochettes pour ranger mes ouvrages, qui habite pas très loin. Donc on va se voir début novembre. Euh, j'ai l'impression d'être chez le psy. Mais c'est pour vous dire qu'il faut tout ça pour... Comment je peux le résumer? Forcez-vous, je dis bien forcez-vous à voir. C'est ma mère qui m'a dit ça il n'y a pas très très longtemps. Il y a plusieurs mois hein, maintenant. Hein. Peut-être même 2 ans. Genre, je saurais, voyez, j'ai plus cette notion trop du temps exact. Essaye de voir les petites lumières chaque jour. Chaque jour, il y a des petites lumières. Ce qui est vrai. Alors, une petite lumière, ça peut être tout simplement, on s'installe le soir, voilà, devant Netflix ou enfin ce que vous voulez, une broderie à la main. Voilà, c'est la petite lumière du jour. C'est moi aujourd'hui, voilà, il fait beau.
suis tranquille. Je vous fais une vidéo, je sais pas si elle a tellement de sens, si elle va être vue ou pas. Si vous n'allez pas vous ennuyer devant, très certainement, mais c'est pas grave. Mais après, je vais faire une petite sieste. Et puis, en fin d'après-midi, si, je vais faire, normalement, je vais teindre une toile. Puis en fin d'après-midi, je me mettrai sur ma broderie au milieu d'après-midi. Enfin, je sais pas, des petites lumières, c'est les petits plaisirs de chaque jour. C'est pas facile à voir. C'est pas facile de se dire, il y a eu des petites lumières aujourd'hui. Sur le coup, vous dites, non, il n'y a rien eu. Avant, alors je trouve ça triste, par exemple, mon statut de célibataire, je trouve ça triste parce que je ne peux pas partager des vacances, je ne peux pas partager des bons moments. Mais je me dis, est-ce que je vais pleurer toute ma vie sur mon statut de célibataire ou est-ce que je fais des choses qui me font plaisir? Alors, j'en suis pas encore à voyager toute seule, ça je trouve ça hyper dur. Et puis, pas se leurrer, il y a les finances derrière, hein, bien sûr. Euh, Et je ne suis pas sûre qu'au jour d'aujourd'hui, je serai capable de revivre avec quelqu'un. Mais chacun chez soi, peut-être. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais c'est un côté triste quand même de ne pas partager certaines choses. Et j'essaye maintenant d'y trouver des avantages. De me dire, faut pas que j'attende après ça pour vivre. De... Alors c'est très très long. Et mes rêves me disent, parce que j'ai un papa qui décrypte, qui m'aide à décrypter mes rêves, parce que vos rêves ne parlent que de vous, hein, même s'il y a 10 000 personnes dans vos rêves, ça ne parle que de vous. C'est pas parce que vous rêvez d'un truc que vous allez avoir de l'argent, enfin tout ça c'est de la bêtise, hein. Vos rêves ne parlent que de vous. Et quand je fais des rêves qui sont marquants, parce que je rêve beaucoup, mais il y en a qui sont plus marquants que d'autres, j'en parle avec mon papa qui m'aide. Et ça me montre que tout n'est pas encore intégré. C'est très intéressant. Tout n'est pas encore intégré. Et que ce soit le conscient ou l'inconscient, ou le subconscient, j'ai jamais très bien compris la différence d'ailleurs entre l'inconscient et le subconscient, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Mais tout ça est très long. Le conscient peut se rendre compte de choses, l'inconscient ou le subconscient, euh, plutôt le subconscient, je pense d'ailleurs, n'a peut-être pas encore intégré. Voilà. C'est ce que les rêves en ce moment me disent. C'est en cours, mais voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager, ne pas se replier sur soi. Essayez tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est tous les jours, hein. C'est pas aujourd'hui j'ai pas envie, je prends des cachetons, je vais me mettre sous la couette. Non. Levez-vous, prenez votre douche, même si c'est pour vous affaler dans le canapé. Ne restez pas au lit. Même quand j'ai mal à la tête, je ne pense pas avoir de migraine ophtalmique. Mais quand j'ai mal à la tête, que vraiment, vous savez, ça prend, que vous avez du mal à penser, que même dans ces moments-là, j'essaie de m'occuper parce que quand vous vous occupez, ben, la douleur ne prend pas toute la place. Donc faites un coloriage tout bête, faites du DP, faites mettez les lunettes de soleil, sortez faire une balade, j'en sais rien. Mais pour moi, loisirs créatifs, mes petites maisons que je fais, j'ai pas le temps de tout faire. Mes petites maisons que je fais, mes mini briques,
Je... Ça fait pas tout dans une vie, mais ce sont des sacrées béquilles. Donc voilà, ne n'écoutez pas vos douleurs. Mon père, il me dit tout le temps ça. Moi, j'écoute pas la douleur. Au début, je disais, mais il a raison. Alors, évidemment, vous êtes obligé de l'entendre. C'est pas pour ça que vous êtes obligé de l'écouter. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Euh, Trouvez-vous des... Chérissez. Chérissez vos loisirs. Appuyez-vous dessus. Et tous les jours, trouvez la petite étincelle. Voilà. Hier, je me suis acheté un cookie, le truc, le big machin à la boulangerie. Hier midi, je ne peux emmener ma gamelle. J'ai acheté un sandwich et je voyais ces cookies là. Je vais me le prendre pour ce soir. J'ai même pas pu tout le manger, hein. Il m'en reste la moitié pour aujourd'hui. Mais voilà, mon étincelle du jour. Alors déjà, j'ai discuté avec des gens dans mon boulot, voilà, des échanges, même des fois qui sont rapides avec les administrés, avec mes collègues. C'est pas grave. Et puis, euh, et puis le soir, je rentre. Ah, mais quel bonheur. Oh, franchement, je rentre. Ah, vous déshabillez, prenez la douche. Pyjama, canapé, broderie, la vidéo de Fred, petit repas plateau, mon cookie. Mais voilà, j'ai rien changé dans ma vie, hein. Il s'est rien passé d'extraordinaire. Mes problèmes, mais la peine que j'ai en ce moment, enfin voilà, le truc qui pèse dans ma vie en ce moment, rien n'a évolué, ça n'a pas changé, mais j'ai quand même passé une bonne journée. Voilà. Donc travaillez sur tout ça, travaillez tous les jours. Et moi, quand je viens vous voir, vous me dites je suis souriante, il y en a qui me disent que je suis solaire, que je ne suis pas tous les jours. Je ne le suis pas tous les jours, mais quand je viens vous voir, je viens vous parler de mes passions. Donc oui, il m'arrive d'être ronchon, avec il dit ah ça me plaît pas là, il nous vole sur les tarifs, c'est pas bon, machin, ça. Bon, ça m'arrive, évidemment, je suis très râleuse. Je suis très râleuse. Euh, mais je viens vous parler de ce que j'aime. S'il y en a qui hésitent à faire des vidéos, mais faites-les avec passion. Moi, j'ai pas envie de vous parler de ce qui me rend triste dans mes vidéos. J'ai envie de vous parler voilà, de ce qui me plaît. Et comme beaucoup de youtubeurs, ça ne m'intéresse pas de vous dire oh là là, aujourd'hui j'ai mal à ma mâchoire. De toute façon, j'ai mal tous les jours. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais pas le dire tous les jours. Ça va pas me l'enlever. Ça va pas. Voilà, vous voyez, tout le temps que je vous ai parlé, là, pendant lequel je vous ai parlé, j'ai pas pensé à ma douleur. Là, je vous en parle. Ah, et ben là, je la sens. C'est bizarre, hein? Voilà, c'est comme ça. Hier au boulot, je n'y ai pas fait attention. Je parlais avec les gens, tout. Et bien, on y fait moins attention. Je ne l'ai pas écouté. Voilà. Quand on fait autre chose, on n'écoute pas sa douleur. On l'entend, elle nous arrête pour faire certaines choses. Mais elle est là à côté. Un peu trop collée à nous. Mais voilà. Et alors après, ça ne m'empêche pas d'en parler quand ça va pas, de parler avec Julia ou Laurent ou Thérèse de Martinique. Je te fais des gros bisous, Thérèse. Ou Fred, évidemment, Fred. Et alors, est-ce que j'ai parlé de ces problèmes-là, de mes problèmes perso à d'autres personnes encore? Non, je pense que ce sont les seuls dans la sphère broderie, hein, on va dire.
Ben, je parle pas de mes copines couturières et tout, je parle vraiment sphère broderie. Voilà. Il y a quelques personnes avec qui on peut échanger des problèmes qu'on a, mais pas en vidéo. Voilà, j'ai pas envie. Bon, c'était décousu, je pense. Je ne sais pas si je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je ne pense pas que ça va intéresser beaucoup de monde, mais ça n'est pas grave. Oui, si. Je voulais vous dire aussi, par rapport aux douleurs dans le corps, n'écoutez pas que vos médecins. J'ai fait beaucoup de kiné, alors j'ai écouté ma kiné. J'ai fait beaucoup de kiné, plusieurs fois par semaine, pour ma fibromyalgie. Elle m'a appris à faire des mouvements qui, suivant les douleurs que j'avais, voilà, faites plutôt le mouvement comme ça ou comme ça. Donc elle m'a appris, maintenant qu'ils sont automatiques, hein, des gestes qui sont automatiques, elle m'a appris à écouter mon corps. Il faut écouter votre corps. Je suis plutôt du genre, moi, ressort, voilà, quand je me lève du canapé, machin. Maintenant, c'est... J'ai appris à me lever du canapé. J'ai appris que, ben voilà, quand on est rentré du salon, j'ai telle douleur, et ben peu importe. T'as 2 invités chez toi, écoute ton corps, va t'allonger un peu. Voilà, je me suis absentée un quart d'heure, j'écoute mon corps. T'es trop fatigué aujourd'hui, t'as mal dans les genoux, ne fais pas ta marche active là avec YouTube, c'est pas le jour. Voilà. Euh, et il y a certaines douleurs dans le dos, quand je les sens venir, genre lumbago, c'est pas lumbago, c'est... enfin bref, certaines douleurs pour lesquelles les anti-inflammatoires agissent quand même. Donc celle-là, je les connais aussi. Hop, je prends tout de suite un anti-inflammatoire. J'écoute, ah, dans celle-là, je peux la gérer avec un anti-inflammatoire. J'en prends un. Rarement deux, ça arrive. Mais voilà, mon corps, il me dit... Enfin voilà, j'ai appris à écouter mon corps. J'ai appris, j'apprends toujours à faire le deuil de certaines choses, à accepter. Voilà. Il faut accepter parce que si on n'accepte pas, on ne peut pas avancer. Voilà, bon, j'ai accepté, je peux plus tricoter, j'ai accepté, je peux plus coudre. Coudre, ça m'embête encore un peu, tricoter aussi. Évidemment que c'est un regret, mais ben, j'ai d'autres choses. J'ai d'autres choses. Voilà, c'est ça que je voulais aussi vous dire. Apprenez à écouter vos limites. Apprenez à écouter votre corps. Vous pouvez plus, ben, c'est pas la peine de vous forcer. Vous savez que vous allez avoir mal après. Vous pouvez plus, vous pouvez plus. Mais vous pouvez faire autre chose. Et du coup, comme vous pouvez faire autre chose, vous apprenez autre chose. Et hop, ça vous ouvre une nouvelle porte. Voilà. La broderie, je pouvais plus coudre. Oh, la broderie, bon, bah je vais... Ah, nouvelle porte. Julia, hop, nouvelle porte. Nouveau créateur. Ah, YouTube. Ah, YouTube, nouveaux échanges. Nouveaux échanges. Ah, nouvelle copine. Nouvelle copine. Ah bah tiens, finalement, est-ce que j'essaierai pas de les voir? Vous voyez? Ça... Si je n'avais pas eu de problème de santé, euh, je travaillerais peut-être encore à temps plein. Peut-être que certainement que je ne serais pas en télétravail. Euh, je ne ferais pas de broderie. Je n'aurais pas connu le milieu de la broderie. Euh, qu'est-ce que je n'aurais... Je serais peut-être encore avec mon conjoint de l'époque. Ce qui, au final, euh, ne serait pas une bonne chose du tout. Euh, voilà. Faut essayer de voir ce que nous apportent nos limites en fait. Ça peut nous ouvrir des portes sur autre chose. Voilà, voilà. Vous voyez ce que j'ai mis à apprendre à connaître son corps, ses limites et écouter. Voilà. Vivre l'instant présent, méditation, échange, nouveaux copains, amis, partage. Voilà. Bon. C'était un peu long. Vous savez que moi je suis très blabla.
si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec d'autres personnes. J'ai vu qu'il y avait sur YouTube, on peut échanger sur la communauté YouTube maintenant. Je l'ai ouverte, ma communauté. Je ne sais pas ce que ça va donner, est-ce que je la laisserai ouverte ou pas, je n'en sais rien. Mais ça peut être un lieu d'échange. Donc, allez-y, si vous avez des questions, si... Je sais pas. Sachez que moi, par contre, je suis plus vocaux, donc peut-être si... N'attendez pas que je vous fasse des romans par écrit. Je le ferai peut-être la première fois, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et maintenant, je m'écoute beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît, donc voilà. Mais sinon, vous pouvez venir me parler sur Messenger. Euh, plutôt donc sous mon nom, donc c'est Sophie Negrini. Vous avez Sophie Passionnément et Sophie Negrini, mais je suis très peu. C'est plutôt sous Sophie Negrini hein, sur Messenger. Euh, sur Instagram aussi, voilà. Mais ne venez pas me parler que de la maladie, parce que je pense que vous l'avez compris, je vis avec, mais je n'ai pas envie d'en parler tous les jours. Parce que si on en parle tous les jours, on a mal tous les jours. Voilà. Et j'ai pas envie d'avoir mal tous les jours. Voilà, donc je pense que tout dépend de vos envies. Et vive la broderie, j'ai envie de dire, vive les loisirs créatifs, ne les abandonnez pas, chouchoutez-les, appuyez-vous sur eux. Certains jours, forcez-vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, voilà. Prochaine vidéo sera un truc bien plus gai. Je ne sais pas si on peut dire plus intéressant, parce que mon expérience à moi est intéressante, peut-être. Peut-être ça va intéresser 2-3 personnes. Voilà. Mais j'avais envie de faire cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et... Oui, ma zapette, comme d'habitude. Elle est là. Et à très bientôt pour des choses, voilà, sans maladie, sans blocage, sans tout ça. Bisous, bisous.